Les États-Unis et la Russie se dirigent vers une collision. Pas en Ukraine, pas dans le cyberespace, mais dans l'Arctique. Cette frontière gelée devient rapidement le champ de bataille le plus chaud sur Terre, où le pouvoir, le territoire et la domination mondiale sont tous en jeu. Les États-Unis viennent de faire un geste si audacieux que même Poutine ne pouvait rester silencieux. Un geste qui pourrait tout faire exploser. Vous avez entendu des rumeurs, mais voici la vérité. Ce n'est pas seulement une question de routes commerciales gelées ou de glaciers en fonte. Le Groenland est au cœur d'une lutte de contrôle qui pourrait déclencher une guerre inattendue. Analysons cela. Le Groenland, la plus grande île au monde, fait plus de 3 fois la taille du Texas. C'est un territoire conséquent. C'est 836 330 miles carrés, d'une immense valeur géopolitique. S'étendant sur plus de 1660 miles du nord au sud, et plus de 650 miles d'est en ouest. À son point le plus large, c'est une étendue de glace, de toundra et de glaciers, qui éclipse tout ce dont la plupart des pays peuvent ose même rêver de contrôler. Mais la taille pure du Groenland n'est pas ce qui est le plus impressionnant à son sujet, c'est où se situe la Terre. Les 2/3 de l'île se situent encore dans le cercle arctique, sa pointe nord à moins de 500 miles du pôle Nord. Le Groenland se trouve donc en première ligne des ressources abondantes et de l'importance stratégique de l'Arctique. Et, croyez-nous, ni les riches ressources, ni l'importance stratégique ne rendent justice à ce qui est vraiment en jeu ici. Sous cette vaste couche de glace se trouve un trésor de richesse inexploité. Avec la fonte continue de l'Arctique due au réchauffement climatique, des ressources jadis inaccessibles deviennent de plus en plus disponibles. La région renferme environ 90 milliards de barils de pétrole, ainsi que 1669 billions de pieds cubes de gaz naturel. N'oubliez pas les liquides de gaz naturel. Environ 44 milliards de barils restent à découvrir. Une grande partie de ces ressources se trouve en mer, ajoutant encore plus de valeur à cette terre gelée. Mais les enjeux dépassent les ressources. L'Arctique est également crucial pour la sécurité, le commerce et l'influence mondiale. En somme, qui contrôle l'Arctique contrôle l'avenir, et le Groenland est au cœur de tout cela. Le Groenland est désormais officiellement un territoire autonome du royaume du Danemark, tout comme les îles Féroé. Le Groenland est autonome et gère ses affaires internes, mais le Danemark contrôle toujours sa défense et sa politique étrangère. En retour, le pays fournit environ 670 millions annuellement pour soutenir l'économie du Groenland. Le Groenland a historiquement été lié à l'Europe, d'abord par les colons norrois, puis par le Danemark. Géographiquement, l'île fait partie de l'Amérique du Nord, reliée au continent par une crête sous-marine ne dépassant pas 600 pieds de profondeur. Le Groenland, séparé du Canada par le détroit de Nares large de 16 miles, constitue un maillon essentiel entre l'Arctique et l'Amérique du Nord. Malgré les ambitions arctiques du Canada, elle n'englobe pas le Groenland. C'est l'autre des 2 géants nord-américains, les États-Unis, qui voient le Groenland comme une pièce pivot dans sa quête de pouvoir mondial. Mais pourquoi ? Pourquoi les États-Unis veulent-ils si désespérément le Groenland ? Ils sont prêts à l'acquérir d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit Trump. En fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis ne peuvent pas ignorer ce joyau de l'Arctique, au point qu'il est presque difficile de toutes les énumérer. Tout d'abord, la base spatiale de Pituffik, l'installation la plus au nord des forces armées américaines. Située à 750 miles au nord du cercle arctique et à 947 miles du pôle Nord. C'est l'une des 2 seules installations arctiques que les États-Unis utilisent pour leurs opérations de défense spatiale et de satellites. La perte d'accès à cette base laisserait les États-Unis à la recherche d'alternatives et pourrait nuire considérablement à ses capacités spatiales militaires. Mais il y a d'autres raisons militaires de vouloir le Groenland. La position du Groenland est cruciale pour surveiller le Gap Guyuk, Groenland-Islande, Royaume-Uni, un point de strangulation maritime vital. Le Gap était l'entrée pour les navires ennemis potentiels cherchant à atteindre l'est des États-Unis pour lancer une attaque. Durant la guerre froide, les États-Unis étaient obnubilés par la fermeture de cette porte, un besoin renforcé par le retour de la Russie dans l'Arctique. Contrôler le Groenland permet donc de verrouiller l'accès à l'écart stratégique et de bloquer les visiteurs indésirables. Contrôler le Groenland signifie aussi accéder à une véritable mine d'or. Sous ces glaciers, le Groenland repose sur une estimation de 17,5 millions de barils de pétrole et 148 billions de pieds cubes de gaz naturel. Le meilleur, avec la fonte des glaces dues au changement climatique, ces ressources deviennent de plus en plus accessibles. Les États-Unis pourraient bénéficier d'une manne énergétique s'ils s'emparent de ce trésor, qui contient plus que du gaz et du pétrole. Il contient aussi des minéraux de terre rares. Pour fabriquer des smartphones, des voitures électriques ou de la technologie militaire, les minéraux de terre rares sont essentiels. Selon les estimations, le Groenland possède des dépôts parmi les plus convoités au monde, dont le titane et l'uranium. Ces minéraux sont essentiels pour la haute technologie, et les États-Unis dépendent de la Chine pour leur approvisionnement.
Pour beaucoup, le Groenland pourrait aider l'Amérique à devenir plus autonome dans la course technologique du XXIe siècle en brisant cette dépendance. Néanmoins, même si les États-Unis commercent toujours avec la Chine, le Groenland peut jouer un rôle clé en réduisant significativement les routes maritimes entre ces deux nations. Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes arctiques, plaçant le Groenland au centre de voies de navigation plus rapides pour le transport de marchandises entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le passage du nord-ouest permet d'économiser 4300 miles sur les routes maritimes comparé au canal de Panama. L'acquisition du Groenland serait un raccourci qui changerait la donne à plus d'un titre. Les États-Unis seraient le deuxième plus grand pays du monde en superficie, après la Russie. Ce serait une expansion territoriale historique qui placerait le drapeau américain en plein cœur de l'Arctique. De plus, les États-Unis consolideraient leur position dans un paysage géopolitique en rapide évolution, où chaque nation, de la Russie à la Chine, cherche à influencer l'Arctique. Pour ces raisons, il est clair pourquoi les États-Unis sont si déterminés à acquérir le Groenland par tous les moyens nécessaires. Cependant, vu la récurrence d'un certain pays dans ces discussions sur l'Arctique, vous devinez probablement qui d'autre observe la situation. Russie. C'est vrai, les plans américains pour le Groenland n'ont certainement pas échappé à Moscou. Poutine a récemment évoqué ces sujets dans un discours. Le discours a été prononcé au 6e Forum international arctique, à Mourmansk, en Russie, le 27 mars 2025. Le forum, un événement majeur sur les affaires arctiques, a rassemblé politiciens, scientifiques et dirigeants d'entreprises pour discuter de l'avenir de la région. Le thème du forum cette année était « Vivre dans le Nord ». D'après les propos de Poutine au forum, vivre dans le Nord risque de se compliquer prochainement. Poutine prend au sérieux les plans américains pour le Groenland, qu'il qualifie d'enracinés dans l'histoire, et estime que le reste du monde devrait faire de même. Il a ensuite donné une courte leçon d'histoire, citant 2 fois où les États-Unis ont voulu acheter le Groenland. Pour une fois, Poutine avait raison. Les États-Unis ont tenté d'acquérir le Groenland plusieurs fois. L'une des premières tentatives a eu lieu en 1867, juste après l'achat de l'Alaska. Le secrétaire d'État William Seward a suggéré à la Danemark l'idée d'acquérir à la fois le Groenland et l'Islande, et le côté danois était ouvert à l'idée. Les États-Unis ont même proposé un achat de 5 millions de dollars, mais les troubles politiques internes et le manque de soutien au Congrès ont empêché l'accord d'avancer. C'était l'une des 2 tentatives mentionnées par Poutine dans son discours. La suivante a eu lieu en 1910. Une nouvelle offre a émergé, lorsque Maurice Egan, ambassadeur des États-Unis au Danemark, a discuté de l'échange des îles du sud des Philippines contre le Groenland, lors de négociations avec des responsables danois. Ce plan était motivé par les préoccupations liées à l'influence grandissante de l'Allemagne et à la valeur stratégique du Groenland. Mais le Danemark a finalement rejeté l'offre, préférant garder ses intérêts coloniaux intacts. La tentative la plus célèbre, aussi mentionnée par Poutine, a eu lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Le président Harry Truman a proposé 100 millions de dollars en or et une part du pétrole alaskien en échange du Groenland. Les États-Unis avaient déjà établi une présence militaire au Groenland pendant la guerre et reconnu son emplacement vital pour la défense de l'Arctique. Mais le Danemark, épargné par la guerre et sans besoin financier, a refusé l'offre. Cette offre dépasserait aujourd'hui le milliard. Cependant, ce n'était pas la dernière fois que l'idée a émergé au XXe siècle. Au milieu des années 50, alors que la guerre froide s'intensifiait, les États-Unis ont de nouveau discuté en interne de l'idée d'acheter le Groenland. Malgré son importance stratégique élevée, les discussions n'ont jamais abouti à une offre formelle, et la position du Danemark n'a jamais été directement testée. Au XXIe siècle, Trump a exprimé son intérêt pour le Groenland durant ses 2 mandats présidentiels. Sa fascination pour le Groenland a commencé tôt lors de sa première présidence. Dès 2017, il a chargé John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale de l'époque, d'explorer la possibilité d'acheter l'île. Il a même envisagé d'utiliser les fonds fédéraux pour Porto Rico pour financer l'accord. D'ici 2019, ses intentions étaient publiques et groenlandaises. Les dirigeants danois l'ont rapidement rejeté, le premier ministre du Danemark qualifiant l'idée d'absurde. Trump a ensuite annulé une visite d'État prévue au Danemark. Au cours de son second mandat, son intérêt pour le pays a augmenté. Il a exprimé son désir de prendre le contrôle du Groenland pour sa valeur stratégique et économique, y compris ses ressources minérales. Pour faire pression sur le Danemark, il a suggéré des tarifs élevés sur les produits de danois, et même une action militaire. Malgré tous ces efforts, le Groenland et le Danemark ont tenu bon, réaffirmant que l'île n'était pas à vendre. Malgré l'agressivité accrue des tactiques de Trump, le Groenland est s'y resté fermement sous contrôle danois. Cependant, considérant ses actions jusqu'à présent, il semble que Trump obtient tout ce qu'il veut,
ce qui pourrait signifier qu'il pourrait réussir quelque chose comme ça. Cela laisse la Russie dans une position où, historiquement, le Kremlin n'a pas été favorable à l'acquisition du Groenland par les États-Unis. En fait, il s'est opposé à l'idée il y a environ 3 mois, le 13 janvier 2025. Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de Russie, s'inquiète des approches encore floues, soulignant que l'Arctique devrait être un territoire de paix et d'harmonie. Elle a averti que les actions de Trump pourraient enfreindre le droit international, n'excluant pas la possibilité de le violer en avançant vers l'Arctique. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, la Russie surveille attentivement la situation, tout en soulignant que cela reste pour l'instant au stade des déclarations. Cependant, en avril 2025, nous avons largement dépassé ce niveau. Il est donc naturel que la rhétorique de la Russie devienne plus agressive. Dans son discours de mars 2025, Poutine semblait donner un feu vert surprenant à Trump concernant le Groenland, affirmant que c'est une question qui concerne 2 pays spécifiques et qui n'a rien à voir avec la Russie. Ce commentaire suggérait que la Russie acceptait passivement la situation, semblant peu préoccupée par les intérêts américains au Groenland, sans pour autant les approuver officiellement. Maintenant, c'est vraiment le 180, non? Au point de se demander pourquoi. Poutine soutient soudainement les actions unilatérales américaines dans l'Arctique, probablement en lien avec la situation en Ukraine. La déclaration de Poutine s'inscrit probablement dans une stratégie plus vaste. En minimisant l'importance du Groenland, Poutine pourrait signaler qu'il est prêt à ignorer les ambitions de Trump en échange d'une faveur clé ailleurs, notamment en Ukraine. Poutine, fin tacticien, pourrait parier que tolérer le Groenland lui obtiendrait le soutien de Trump pour négocier la paix ou atteindre les objectifs russes dans la région. Après tout, il n'est pas rare que les dirigeants mondiaux échangent des concessions à huis clos. Malgré sa flexibilité inattendue sur le Groenland, Poutine n'a pu s'empêcher de proférer quelques menaces, élément incontournable de ses discours. Ces menaces ne visaient pas directement les États-Unis, probablement en raison des calculs diplomatiques mentionnés précédemment. Cependant, il est facile de lire entre les lignes. Poutine ne vise pas les États-Unis dans son discours. Au lieu de cela, il a appelé l'OTAN et il n'a pas retenu ses coups. Poutine a averti que les pays de l'OTAN transformaient l'extrême nord en tremplin pour d'éventuels conflits, faisant clairement comprendre que la Russie surveillait attentivement la situation. C'était plus qu'une simple remarque en passant, c'était un rappel sévère que la Russie est prête à défendre ses intérêts dans l'Arctique. Poutine a déclaré que la Russie répondra à tout cela, laissant peu de doute qu'elle ne restera pas les bras croisés, pendant que des puissances étrangères empiètent sur ce qu'elle considère comme sa cour arrière. Le vrai coup dur est arrivé quand Poutine s'est focalisé sur l'expansion de l'OTAN, notamment l'adhésion récente de la Finlande et de la Suède. Il a qualifié leur adhésion d'erreur, un affront à l'influence russe dans la région, notant qu'il la crée de leurs propres mains. C'est incompréhensible, évidemment c'est le cas. C'est une accusation à peine voilée que l'OTAN attise le conflit dans l'Arctique sans bonne raison, et la Russie ne va pas laisser passer ça. Poutine a souligné l'importance grandissante de l'Arctique pour la Russie et la communauté internationale. Selon lui, le rôle et l'importance de l'Arctique s'accroissent, mettant en avant la dépendance russe envers les routes commerciales arctiques et ses immenses ressources naturelles dans la région. La zone arctique représente plus d'un quart du territoire de la Fédération de Russie, soulignant son importance géographique et économique pour le pays, a-t-il déclaré. Avec près de 2 500 000 citoyens russes qui y vivent et y travaillent, ce n'est pas seulement une région sauvage éloignée, c'est une partie animée de la nation. Mais au-delà des gens et de la terre, les enjeux économiques sont énormes. Selon Poutine, l'Arctique génère environ 7% du produit intérieur brut de la Russie et 11% de ses exportations. C'est un pilier majeur de la santé financière de la Russie, pas seulement une petite partie de l'économie nationale. Cela explique la détermination de Poutine à protéger les intérêts russes dans la région, tout comme Trump essaie de s'emparer du Groenland. Son point était clair, si l'OTAN pense qu'elle peut simplement entrer et revendiquer la paix, elle va avoir un réveil brutal. La Russie est prête à défendre son territoire avec tout ce qu'elle a. Et compte tenu de la présence militaire de la Russie dans l'Arctique, ce ne sont pas des menaces en l'air. La Russie a la présence militaire la plus étendue dans l'Arctique de loin. Et Poutine a tenu à rappeler à tout le monde ce fait en qualifiant la Russie de plus grande puissance arctique. Le pays contrôle 53% du littoral arctique, et il a systématiquement augmenté son empreinte militaire dans la région depuis des années. L'infrastructure militaire arctique actuelle de la Russie date de l'ère soviétique, mais Poutine a souligné que sa modernisation et son expansion sont des priorités absolues. Au cours des 10 dernières années, la Russie a réinvesti dans d'anciennes bases militaires, en particulier autour de Mourmansk, et a amélioré les capacités de sa flotte du Nord, incluant de nouveaux brise-glaces, missiles et véhicules adaptés à l'Arctique. De plus,
La Russie renforce ses capacités de défense dans des lieux clés comme l'île Wrangel, le cap Schmidt et l'île Katalny, tous situés juste en face du détroit de Bering depuis l'Alaska. La Russie dépasse l'OTAN dans l'Arctique, prévoyant de poursuivre son expansion militaire en déployant plus de personnel et en modernisant ses infrastructures militaires. Ces actions à elles seules sont-elles une menace pour les autres acteurs clés de la région? C'est une tactique classique de Poutine. Il met l'accent sur la paix et la stabilité tout en se préparant à contester les intérêts de la Russie ou les défis perçus. En présentant les actions de la Russie comme purement défensives, il positionne le pays comme un protecteur de sa souveraineté, même s'il étend son empreinte militaire. Bien que son message était adressé à l'OTAN, il est évident qu'il s'applique à tout pays ayant des intérêts dans l'Arctique, y compris les États-Unis. La position de la Russie dans l'Arctique est bien plus forte que celle des États-Unis en termes d'infrastructures militaires. Alors que les États-Unis ont des bases militaires en Alaska, au Groenland et en Islande, la présence russe est beaucoup plus concentrée et avancée. Et les États-Unis le savent. Le département de la défense des États-Unis a noté que l'expansion de l'infrastructure militaire russe pourrait bientôt lui permettre d'imposer des revendications maritimes excessives et illégales le long de routes clés comme la route de la mer du Nord. Malgré l'atmosphère actuellement cordiale entre la Russie et les États-Unis, les tensions dans l'Arctique semblent inévitables. Avec les deux nations revendiquant leurs droits et intérêts dans la région, ce n'est qu'une question de temps avant que leurs chemins ne se croisent et que la façade amicale commence à se fissurer. Avec cela à l'esprit, discutons d'un scénario hypothétique compte tenu de la situation actuelle. Imaginez que la Russie autorise les États-Unis à revendiquer le Groenland en échange de leur indifférence face aux actions russes en Ukraine. Poutine et Trump, galvanisés par leur victoire, se sentent invincibles dans leur sphère d'influence. Alors, où vont-ils ensuite? Pour Poutine, la logique est simple. Alors que les États-Unis sont préoccupés par leurs intérêts dans l'Arctique, la Russie poursuit son expansion agressive en Europe de l'Est. La Pologne pourrait être la prochaine cible de la Russie, alors que l'Occident serait trop préoccupé par les retombées d'une alliance de l'OTAN affaiblie par l'expansion américaine dans l'Arctique pour se défendre. Trump, renforcé, y voit l'occasion d'affirmer la puissance américaine, avec le Groenland sous contrôle des États-Unis et l'Arctique devenant une rampe de lancement stratégique. Il n'est pas exclu que l'Islande soit la prochaine cible, comme l'a suggéré Poutine lui-même. L'Islande, située à 200 miles au sud-est du Groenland et membre de l'OTAN, pourrait entraîner l'Alliance dans un conflit plus direct avec les États-Unis. Si l'OTAN devait défendre l'Islande, la Russie pourrait renforcer sa domination sur d'autres régions sans intervention majeure. L'ordre mondial traditionnel, vestige de l'après-guerre, commence à se défaire, laissant les petites nations dans le sillage de ces jeux de pouvoir. Tous deux, Poutine et Trump, alimentés par un mépris commun pour les normes internationales et la coopération, saisissent l'occasion de redéfinir leur influence mondiale. Mais voici le hic, à un certain moment, les deux puissances vont manquer d'options. Malgré les accords temporaires et la coopération, l'Arctique n'est pas assez grand pour un partage pacifique. Il y a trop d'intérêts divergents en jeu. Ressources naturelles, routes commerciales, avantages militaires et fierté nationale. Finalement, la tension débordera et la diplomatie ne suffira plus. Même sans l'expansion impériale de notre scénario hypothétique, la région arctique reste propice au conflit. Les États-Unis chercheront à contrôler les routes commerciales et les ressources naturelles de l'Arctique, alors que la Russie, déjà bien implantée, défendra fermement ce qu'elle considère comme son territoire souverain et son pilier économique. En résumé, ni les États-Unis ni la Russie ne laisseront l'autre dominer l'Arctique. L'infrastructure militaire des pays de la région a augmenté rapidement, parallèlement à l'importance stratégique croissante de l'Arctique. Les deux parties continueront d'escalader leur présence, essayant de surpasser l'autre. La méfiance mutuelle entre eux ne fera que s'approfondir, alors qu'ils se disputent la domination d'une masse terrestre, qui pourrait être la clé de l'influence mondiale future. Ainsi, le monde est prêt pour une bataille épique pour la domination mondiale. Selon vous, cette bataille aura-t-elle lieu dans les prochaines années, ou s'agit-il d'un jeu à plus long terme? Comment pensez-vous que cette tension se déroulera entre les États-Unis et la Russie dans l'Arctique? Et que pensez-vous de la trêve actuelle entre les deux pays? La coopération sino-américaine est-elle durable, ou les deux puissances ne font-elles que repousser une confrontation plus importante? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pour voir ce qui se passerait heure par heure si les États-Unis envahissaient la Russie, cliquez sur cette vidéo, ou bien sur celle-ci.